Pour nombre d'étudiants, en fait, la façon de connaître, d'explorer la ville a été, en fait, les marches qui ont eu lieu au courant des grèves du printemps dernier, du printemps 2012. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'étudiants débarquent dans la ville, arrivent de la banlieue et ne connaissent finalement très peu la ville. Ils ne connaissent de la ville que le chemin qui les relie entre leur domicile et leur campus universitaire. Ces marches ont été donc une façon de comprendre au mieux la ville, de l'explorer, de faire des liens entre les différents monuments, entre les différents lieux, entre les différents passages. C'est un peu ce qu'on vous propose en fait ce soir, c'est-à-dire une balade, quelque chose comme une flânerie. Un parcours qui partira de l'Université de Montréal et se dirigera jusqu'à l'extérieur de l'île de Montréal. Disons que la première étape, c'est évidemment la naissance du collectif. Pierre-Charles et moi-même, au mois de février, il y a 1 an, en fait, ressentions le besoin de provoquer, de choquer un peu la communauté étudiante dans notre faculté. On avait le sentiment qu'il ne s'y passait à peu près aucun débat politique, que les étudiants et les professeurs ne se sentaient plus concernés par les grèves qui déjà se déclenchaient un peu partout dans la province. On a donc eu envie de poser un geste qui serait, oui, un peu provocateur et qui déclencherait le débat, l'espérait-on, et qui éventuellement ferait peut-être la promotion pour une grève à voter dans les semaines qui suivraient lors d'une éventuelle assemblée générale. L'idée qui nous est d'abord venue, en fait, c'est d'installer des postes de péage le long de cette passerelle qui relie le jardin de notre faculté au bâtiment même. C'était une façon donc de dénoncer la marchandisation du savoir, de mettre au visage de tous les usagers du bâtiment que désormais, s'ils voulaient rentrer au sein même de l'institution d'enseignement qu'était la faculté, ils devraient payer davantage pour leur passage. Donc, en plein milieu d'une nuit, en fait, avec d'autres amis collègues qu'on a embarqués avec nous dans l'aventure et qui sont ici présents ce soir, on a fabriqué cette guérite jaune qui fonctionnait très simplement sur un système de levier et de ressort sur la passerelle. Elle a eu le choc qu'on espérait qu'elle ait le lendemain matin, puisque la guérite a été posée un dimanche dans la nuit. Tout le monde a eu la surprise le lundi matin de la trouver sur son chemin habituel, sur son passage habituel. Elle a tellement choqué qu'évidemment, les débats politiques qu'on espérait ont eu lieu dans les couloirs et que 2 jours plus tard, on l'a retrouvée détruite. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la sécurité de l'UDM qui pourtant se défend bien de l'avoir détruite ou de simples étudiants. La guérite, vous le voyez, la barrière en fait est signée du slogan, ce qui était en tout cas dans notre esprit à l'époque, un slogan, soit celui de archi contre la hausse. Rapidement, ce slogan finalement est devenu une identité que plusieurs étudiants au sein de la faculté se sont appropriés, voire même au-delà de la faculté, puisque les étudiants en architecture à l'Université Laval ont aussi adopté cette identité-là. Étape 2, la délimitation de notre territoire. Les ateliers qu'on occupe normalement de façon quotidienne et quasi 24 heures sur 24 ont l'habitude de nous voir travailler très fort et de nous voir faire parfois de lourds travaux. Mais là, ils ont été clairement transformés en grands chantiers de construction. Si la sécurité de l'université était parfois un peu nerveuse de nous voir présents là, à longueur de journée, la direction de la faculté, quant à elle, fonctionnait avec nous sur une base de dialogue assez cordiale. Ils appréciaient bien cet aspect créatif qu'on essayait d'entretenir et en même temps militant au sein même de la faculté. Notre premier geste, en fait, lors de la première semaine de grève, puisque grève il y a eu à la faculté, ça a été de créer une charrette. Cette charrette, on l'appelait la charrette nomade. La charrette avait pour but d'inviter les étudiants à fabriquer des objets qui seraient des objets militants et qui pourraient facilement se transporter de manif en manif, de lieu en lieu. Évidemment, au sein même de la manifestation, d'une marche de protestation. On a reçu quand même une quinzaine de projets pour cette manifestation. Notre grande surprise, puisque cette première semaine de grève tombait pendant la semaine de relâche, on s'attendait à avoir peut-être moins de participation, mais finalement on était bien heureux. Voici 3 projets qu'on vous mentionne pour débuter. On en verra d'autres au courant de la présentation. La première, celle sur votre gauche, en fait, ce sont des portes-étendards qui étaient stationnés sur la passerelle de la faculté. Et ils portaient le slogan, ils avaient 2 ou 3 versions de slogan, mais notamment un qui était «
mets tes culottes. Parce que ce que vous voyez en fait sur les bâtons au bout, ce sont des bobettes rouges. Donc c'était une installation qui faisait évidemment la promotion aux étudiants pour se tenir debout et respecter les lignes de piquetage, partir, prendre la... La deuxième ici, celle du centre, en fait, est une distributrice à diplôme qui a été tout le temps de la grève, et même je pense au-delà, postée à l'entrée de la faculté. Donc elle accueillait les visiteurs et les usagers de la faculté en promettant contre plusieurs centaines de dollars un diplôme, le diplôme dans la discipline que vous souhaitiez. Et finalement, un dernier objet, un pupitre rouge qui réclamait, qui se positionnait en fait contre la hausse. Sur la photo ici, vous le voyez en plein milieu du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, qui est la rue sur laquelle est la faculté de l'aménagement. Mais il a passé plusieurs semaines en fait sur le parvis même de la faculté. Donc il annonçait un peu à tous les piétons et tous les automobilistes du quartier Côte-des-Neiges, du quartier Outremont, les couleurs de la faculté de l'aménagement. Pardonnez-moi. Pour continuer en fait sur l'exploration de notre territoire, on veut en fait vous faire part aujourd'hui d'un premier conflit avec lequel on a dû faire face. On avait une opération qui s'est appelée Opération Caleporte, qu'on verra en détail tout à l'heure dans la présentation. Cette opération-là nécessitait une grande corvée de travail. On avait donc utilisé notre page Facebook comme une invitation en fait pour inviter tous les gens qui étaient soit militants au sein d'Archiconte ou tous les gens qui étaient sympathisants à la cause d'Archiconte, parce que déjà Archiconte commençait à faire discuter un peu sur les réseaux sociaux, à venir participer à ce qu'on a appelé une nuit rouge. Bon, les étudiants d'architecture sont très habitués à faire des nuits blanches. C'est-à-dire que la faculté de l'aménagement est ouverte à peu près 24 heures sur 24, à peu près 365 jours par année. C'est un mode de vie très naturel et très normal dans une école d'architecture, semble-t-il. Donc, on a appelé un événement Nuit Rouge, qui était une grande nuit de corvée. On invitait tout le monde à venir nous aider à tailler 70 2 par 4 et à les transformer. Évidemment, la page Facebook n'a pas été le meilleur outil pour nous. Enfin, on n'y a pas trop songé, on était un peu naïfs, puisque l'université et sa sécurité nous surveillaient évidemment de là. Aux alentours de 5 heures, en fait, la sécurité de l'Université de Montréal s'est mise à évacuer le bâtiment. À notre insu, parce que c'était le mois de mars, mais il faisait 25 dehors et que nous, on était à l'extérieur en train de travailler. Et c'est vers 5h30, lorsqu'ils ont débranché nos outils, et finalement, on a réalisé qu'on était en situation de lockout. Ça a été très frustrant, en fait, pour nous, et surtout très humiliant, parce qu'il a fallu négocier avec eux pendant près de 2 heures pour pouvoir, ne serait-ce qu'aller reporter notre matériel à l'intérieur de la faculté. Ils ont fait défiler un par un, escortés par 3, 4, 5, 6 agents de sécurité, dépendamment de notre gabarit, notre rapidité à pouvoir marcher. Mais enfin, on a eu le sentiment surtout que, suite à cet événement-là, pour la première fois dans son histoire, l'Université de Montréal avait laissé à la porte son esprit critique et sa créativité. Elle avait expulsé ses étudiants, ceux qui rendaient vivant, en fait, sa mission première, qui est celle de la créativité et de l'apprentissage. Un deuxième conflit avec lequel on a dû gérer, en fait, ce sont les voisins de la faculté. Ici, c'est une installation qu'une équipe avait réalisée au moment où les bourgeons commençaient à apparaître aux branches des arbres, dans le jardin de la faculté. Vous voyez, en fait, les carrés rouges figurent en sorte de fleurs sur les arbres. Et les voisins, voyant cette équipe-là agir sur les arbres, en fait, ont appelé la police pour dénoncer un cas de vandalisme. La police est arrivée, évidemment, un peu débitée, sachant trop comment réagir, et l'équipe présente, en plus, a prétexté qu'il s'agissait d'un projet académique. On s'en est sorti sans trop de crainte. Mais ça illustre un peu bien la tension qu'il peut y avoir au sein même de la faculté et dans les voisins limitrophes. Et surtout, sur la photo en bas à gauche, vous apercevez les HEC qui sont nos voisins directs. Même si les carrés rouges sont restés sur les arbres pendant un certain temps, ça n'empêchait pas la population des HEC, très frustrée par tout le mouvement de grève, d'arracher un à un les carrés rouges qui y étaient, parfois de nous les lancer au visage, parfois de nous lancer aussi quelques injures. Prochaine étape, sortie dans le quartier Côte-des-Neiges, armé de plusieurs projets fort intéressants qui étaient le résultat de notre charrette. On est sortis pour la première fois, tous armés des boucliers que vous voyez. Ces boucliers-là, c'est le projet Tortue.
Le projet Tortue a gagné le 2e prix de notre charrette nomade. C'est quoi? En fait, c'est un projet assez simple qui peut se transporter fort facilement. C'est un objet qui prend tout son sens lorsqu'il est tenu par plusieurs personnes et que ces personnes-là peuvent soit décider de bloquer la rue Saint-Hubert au grand complet, le boulevard René-Lévesque, ou alors de former des formations puis de transformer tous ces éléments-là en un seul gros élément qui pouvait être soit un carré, soit un cube. Donc cet élément-là pouvait être utilisé soit comme fond de scène ou soit comme dispositif même. La première sortie qu'on a faite, donc, était chez à l'époque, ministre Bachand, qui était aussi le député de Outremont et donc de Côte-des-Neiges. Ce que vous voyez ici, c'est une des formations que pouvait prendre la formation Tortue. Donc, vous voyez à l'image un peu des guerriers de l'armée romaine. Vous avez des gens qui se protègent, en fait. Puis ça, c'est un signe d'une réaction qu'on avait face à la brutalité policière à laquelle on faisait face, puis ce constat d'impuissance-là qu'on vivait quotidiennement lors de nos marches, aussi pacifiques pouvaient-elles l'être. La photo ici, c'est le point d'arrivée, en fait, de la manifestation. Vous voyez une fois de plus le projet Tortue. Puis si vous regardez un peu plus à droite, à côté des policiers qui sont en étendard jaune, vous voyez un vélo. Un vélo qui a aussi été un projet qui a été généré pendant la charrette nomade. Le vélo pour les étudiants, en fait, c'est le moyen de transport. C'est le moyen de transport des gens qui sont défavorisés. C'est un peu ce qui nous représente. Ces gens-là sont libres par l'utilisation du vélo pour Montréal. C'est un outil qui est indispensable. Le geste d'y apposer un sabot de Denver, en fait, c'était fort significatif pour les personnes qui ont généré ce dispositif-là. On venait, en fait, empêcher le fonctionnement du dernier outil qui était mis à la disposition de l'étudiant et de toute autre personne qui n'était pas très fortunée non plus. Donc, c'est une atteinte à la mobilité physique, mais aussi à la mobilité sociale. Ces dispositifs-là étaient assez intéressants, à notre avis, parce qu'ils pouvaient être déplacés avec nous, donc on pouvait soit les amener, les laisser, ne serait-ce que pendant 2 heures, mais pendant 2 jours, pendant 2 semaines. Ils ont d'ailleurs été installés pendant plusieurs semaines devant la faculté d'aménagement, un derrière l'autre. Donc c'est un peu une signature au même titre que le pupitre avec la chaise que vous avez vue précédemment, et qui faisait toujours office, en fait, de signal pour démontrer aux gens que lorsqu'ils passaient devant la faculté d'aménagement, il y avait ce rapport constant-là entre la dynamique d'augmentation des frais de scolarité, puis le poids que ça pouvait imposer aux étudiants, puis le frein que ça représentait pour eux. Transport en commun. Qui dit transport en commun mélangé avec des projets comme celui du cube pesant, dit altercation, dit contrainte physique, mais dit aussi rencontre. Ces cubes pesants-là, en fait, c'est un autre projet, un des projets qui a eu énormément de visibilité pour nous. Puis, assez étonnamment, ça a apporté beaucoup de fraîcheur en termes de dynamique de rencontre quand on faisait face à des gens qui n'étaient pas nécessairement sympathisants à notre cause. Pourquoi? Parce que au lieu de faire face à des manifestants qui criaient fort, ils ne savaient pas trop comment réagir face à une personne qui traîne un cube plus gros que lui dans un métro dans lequel il n'y a déjà pas de place à l'heure de pointe. Donc, vous pouvez voir sur l'image de droite un des membres d'Archicombe qui est en train de discuter assez gentiment avec un policier qui n'a pas vraiment le choix que de lui sourire au visage parce que de toute façon, cette personne-là n'est pas capable de passer au travers du cadre de porte, donc ne représente définitivement pas de menace. Le premier projet des cubes pesants, qui est un projet de la charrette nomade aussi, a été celui de faire un rapport photographique. On s'est promené dans différentes stations de métro avec nos cubes, nos gros sacs à dos. Puis on a pris des photos dans des fonds de scène qui étaient des métros déserts, en fait, avec toujours ce signal-là de la signalétique de la station même pour cartographier un peu cette action-là. Les cubes pesants, en fait, ce que c'est un cube 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, grosso modo, qui est un sac à dos, puis ce sac à dos-là, il représente en fait le poids de la hausse des frais de scolarité pour l'étudiant. Le sac à dos, on en porte tous un, donc à ce moment-là, ça devenait vraiment une démonstration assez flagrante de ce que ça pouvait représenter comme poids pour l'étudiant, tant au niveau physique, au niveau économique qu'au niveau psychologique.
Ces cubes-là, ils pouvaient être portés, mais c'était aussi du mobilier, c'était aussi un dispositif qui nous permettait de faire différentes sorties. Entre autres, celle-ci que vous voyez devant vous. Ce dessin-là, en fait, c'était un peu l'approche scénographique qu'on avait pour Archicontre. C'est un dessin qui a été réalisé par quelqu'un qui est dans la salle, puis c'est un peu la concrétisation, puis la culmination de cette charrette nomade-là. Donc, vous avez plusieurs projets. Devant, vous avez les cubes pesants. Derrière, vous avez les tortues dans différentes positions. Puis, à l'idée un peu de cette légion romaine-là, on avait pensé à la possibilité d'avoir des gens qui pouvaient jouer d'instruments qui étaient plus ou moins rythmiques, des percussions. Avec les portes-étendards derrière que vous voyez, qui était la création de nos amis en design industriel. De cette image-là, découlait ça. Un geste qui a été fortement médiatisé un peu partout à travers le monde. Cette occupation de la ville-là, elle s'est faite dans le cadre de plusieurs manifestations à beaucoup d'endroits. On aime croire qu'Archiconte, en s'attirant un peu le regard des photojournalistes, parvenait à envoyer un message qui était différent, qui était fondamentalement positif et pacifique. On pense que ça a fonctionné parce que ces images-là ont fait énormément de chemin. Puis ça a apporté beaucoup de fraîcheur, en fait, puis une dynamique nouvelle dans l'argumentaire des gens qui étaient pro ou contre la hausse. Vous voyez ici le projet Tortue qui bloque la rue en entier derrière, donc qui agit beaucoup en travail de fond de scène pour cette manifestation-là, qui était la manifestation du 22 mars, si je me trompe. On se promène un peu plus loin dans la rue, on a ce qu'on appelle un dead-in à gauche. Puis, donc, une fois de plus, les cubes pesants, puis le projet Tortue qui sont utilisés dans d'autres contextes, puis qui sont toujours aussi percutants au niveau visuel. Vous avez une aide d'honneur à droite dans une des stations de métro qui occupait la pleine largeur, en fait, de la passerelle. On s'est promené de jour, on s'est promené de nuit. Ce qui est intéressant dans les marches de nuit, c'est qu'on va dans des endroits où on ne va pas nécessairement de jour. On a remarqué que pendant les manifs de jour, on s'attaquait surtout au centre-ville, donc le centre-ville qu'on appelle administratif, le centre-ville des affaires. C'est tout le contraire la nuit, parce que si vous êtes déjà promené la nuit dans le centre-ville des affaires, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, peu d'intérêt de s'y attarder. Ce qui est intéressant la nuit, c'est de se promener avec les gens, puis de plus en plus dans les quartiers, soit de l'Est, comme Hochelaga Maisonneuve, ou en s'en allant jusqu'à Villeray. Pour beaucoup de personnes, en fait, qui déménageaient à Montréal, ça leur permettait de découvrir des quartiers qu'ils n'avaient jamais vus. Puis moi-même, j'ai découvert plusieurs rues que je n'avais jamais vues non plus. C'est une occasion aussi de rencontrer les résidents, parce que pour les premières fois, on se promenait dans des quartiers qui étaient beaucoup plus résidentiels. Puis étonnamment, ces rencontres-là étaient souvent assez sympathiques. Vous avez ici une image d'un projet qui avait été pensé en collaboration avec les amis de design industriel. Pendant les manifestations, souvent, ça tournait au vinaigre de nuit. Puis est venue l'idée d'utiliser des lanternes puis de faire des manifestations dites silencieuses pour essayer de calmer le jeu. Vous avez un des membres d'Archiconte ici qui porte une lanterne. On a décidé de faire des manifestations aux lampions. Donc, on n'était pas 5000, sauf qu'on attendait la manifestation avec nos lampions et notre silence. Puis la manifestation, on l'entendait venir d'assez loin, puis tout d'un coup, quand elle arrivait à notre hauteur sur la rue, on n'entendait plus rien. On ne sait pas, puis on ne peut pas le prouver nécessairement, mais on aime croire que ça a insufflé un vent un peu plus pacifique à ces manifestations de nuit-là. Puis, comme de fait, on n'a pas été témoin d'actes particulièrement virulents tant de la part des policiers que des manifestants lors de ces marches nocturnes. Un autre très grand projet qu'on a fait dans le cadre de la grève, mais surtout du Jour de la Terre, s'intitule Une érablière pour la Terre. Ok, non, ça va. Je suis désolé. On l'a pratiqué, mais on n'a pas pratiqué souvent. Le projet Érablière pour la Terre, en fait, on l'a fait pour le Jour de la Terre, avec les collègues en architecture de paysage. Qu'est-ce qu'on voulait pour ce projet-là?
changer un peu le message traditionnel d'Archiconte, avoir une dynamique qui relayait peut-être en second plan la question de la hausse des frais de scolarité, mais qui mettait en premier plan toutes sortes de choses qui nous concernaient en fait dans le quotidien, qui nous inquiétaient, à laquelle on s'opposait. Pour nous, Érablières pour la Terre, c'était une occasion privilégiée de porter d'autres messages qui allaient au-delà de la hausse des frais de scolarité. Vous voyez le sketch de base de l'Érablière, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste en recréer une érablière à partir de matériaux recyclés, pour la grande majorité d'entre eux, compostables aussi. L'objectif avec ce projet-là, c'était de faire bourgeonner des vœux pour la terre à ces arbres-là. Donc, c'est un système qui était interactif. On invitait les passants qui se regroupaient à la place des spectacles en attente du début de la manifestation. Puis on les invitait à venir écrire un vœu pour la terre, un souhait, et puis à l'accrocher à ces arbres-là, à ces érables-là. Le but étant de faire bourgeonner ces messages-là pour qu'ils deviennent de véritables souhaits qui pouvaient être réalisés. Donc, vous avez en bas à gauche une image, ces vœux-là étaient écrits sur des anciens tickets de caisse qu'on avait récupérés à notre coop. La grande majorité des trucs, en fait, la totalité des choses pour ce projet-là ont été récupérées et fabriquées à partir de rien, parce que pour nous, ça allait un peu dans la logique des choses dans le cadre du jour de la Terre. La photo du milieu, vous voyez aussi en bas à droite une photo d'un cube pesant, comme je vous disais, qu'on pouvait les utiliser pour différentes fonctions. Il fait office de pédestal ici pour un petit gars qui n'est pas assez grand pour aller mettre son vœu, donc voilà. Vous avez différents vœux qui ont été recueillis ici, puis ces arbres-là qui étaient complètement dénudés en début de journée ont fini par avoir l'air de la photo que vous avez en haut à droite. Donc des centaines et des centaines de messages qui sont accrochés à ces arbres-là. La classe hors les murs a eu lieu une fois qu'on était de retour à l'école, en fait. On cherchait une façon de continuer à militer, mais on était pris avec des horaires à l'école d'architecture qui étaient assez engageants. À l'image des étudiants du Bauhaus qui ont pris la rue souvent, puis qui n'ont pas hésité à manifester de différentes façons, on s'est inspiré en fait de ces regroupements-là du début du 20e siècle, puis on a fait une classe hors les murs avec nos tuteurs. On s'est déplacé au Parc La Haye, puis on est allé faire un atelier, donc on a amené nos maquettes, nos cahiers de sketch, on a amené nos profs, puis on est allé discuter. On a aussi amené les cubes pesants, puis différents dispositifs physiques qui pouvaient signaler notre présence de façon assez évidente là, aux passants. C'est intéressant parce que pour une fois, en fait, les passants associaient directement militantisme à sérieux. Le manque de sérieux, c'est quelque chose qui a souvent été reproché aux étudiants, qu'on les traite de gâtés, de gens qui ne s'affaieraient pas à leurs études. C'était difficile de nous reprocher ça quand on était en plein milieu d'un parc en train de travailler avec nos professeurs qui nous épaulaient. À gauche, vous avez un autre exemple de l'utilisation des cubes pesants, c'est Amir Kadir qui est en train d'écrire son vœu pour la Terre. Puis je pense que son vœu pour la Terre mérite d'être mentionné d'ailleurs, il est juste ici. Les arbres poussent de la générosité de notre peuple. On s'en est souvenu souvent, longtemps. L'opération Calporte, qui continue en fait une espèce d'occupation du centre-ville de Montréal. C'est une opération en fait qui avait été traitée à plus petite échelle lors de la première charrette nomade, donc, et on a trouvé que cette opération méritait d'être exploitée davantage. De quoi il s'agissait en fait? Il s'agissait donc de couper les fameux 70-12 pieds de 2 par 4 et de les transformer en ce qui équivaudra à peu près 2400 calportes. Ces 2400 calportes-là se sont trouvées donc au centre-ville de Montréal et au-delà même au centre-ville de Québec. On a visé avec ces calportes essentiellement les institutions politiques, les institutions financières, les institutions culturelles, les stations de métro, quelques commerces. On voulait en fait essayer de signifier à toute la société qui vit essentiellement dans les rues du centre-ville entre 7h et 9h, disons, qu'il fallait absolument garder les portes ouvertes à tous les étudiants, en fait, et à toutes les classes, peu importe la classe sociale ou économique d'où venait un étudiant, il fallait lui permettre d'accéder dans n'importe quelle classe supérieure. C'était en fait un geste qui parlait beaucoup de mobilité sociale.
C'est un geste qui parlait beaucoup d'insérer, parce que ces cale-portes, le temps qu'ils tenaient leur porte ouverte, permettaient à la rue, qui était le théâtre donc des manifestations, l'espace public, de pénétrer un peu l'intérieur, de pénétrer les tours, les institutions où se prennent les grandes décisions des hommes et des femmes de pouvoir. Sur ce cale-porte, vous voyez sur la photo de droite, en fait, il était inscrit, évidemment, le cale-porte était peint en rouge, et il était inscrit ouvert à l'éducation. 70, là, en fait, il en manque quelques-uns, mais il y en a déjà plusieurs détaillés. Mais pour vous donner un peu une idée de quoi peuvent avoir l'air 2400 cale-portes et transformés par quelques douzaines d'étudiants pendant 2 jours. Les cale-portes, malheureusement, n'auront pas été, s'ils ont été distribués en l'espace de quoi, une demi-heure par quelques dizaines d'escouades entre 7h, disons, et quart et 8h moins quart, un peu partout au centre-ville de Montréal et de Québec. Il y avait eu une collaboration avec les étudiants de Archicontre à l'Université Laval, là-bas. N'ont pas réussi à tenir les portes ouvertes très très longtemps. On s'en doute, en tout cas, dépendamment des endroits, dépendamment des quartiers, puisque ce matin-là, au Palais des Congrès, il y a eu une émeute qui a éclaté assez rapidement. Donc, un peu partout au centre-ville de Montréal, les gardiens de sécurité et les usagers des tours étaient assez nerveux. Ce qui nous console, ce qui nous rend bien heureux, par contre, c'est lorsque, 1 an plus tard, comme sur la photo que vous voyez ici, il y a 3 semaines, on en croise encore dans les commerces et dans les institutions. Ici, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal, il y a 3 semaines. Et lorsque le CCA, il y a 2 mois de ça, nous ont invités, ils étaient bien contents de posséder un cale-porte dans leur collection privée, puisque certains étudiants étaient venus en porter un ici, il y a un peu plus d'1 an. Sortons un peu de la ville de Montréal, au-delà de l'île de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai mentionné qu'on a fait des actions avec les étudiants de l'Université de Laval. C'est ici, en fait, c'est une opération qu'on a fait suite à une invitation des étudiants d'urbanisme de l'Université de Montréal. Eux prévoyaient une manifestation à Laval. Ils voulaient aller dénoncer, en fait, le phénomène de satellisation des universités, l'étendue des campus universitaires. Ils nous ont demandé de fabriquer une installation, un dispositif qui pourrait appuyer leur dénonciation. On s'est creusé le cerveau quand même assez longtemps, à essayer de trouver comment on pouvait réfléchir à tout ça, trouver quelque chose d'assez pertinent. On a évidemment pensé à tout le développement de la zone suburbaine et de ce que Laval représente aussi pour nous, Montréalais. On est retourné voir Venturi et c'est Learning from Las Vegas. Et on s'est dit, ben, c'est un peu ça finalement, en fait. Les grands boulevards, les grands bâtiments un peu vides, et l'Université de Montréal qui s'installe un campus là-bas, sans aucune considération finalement pour l'occupation du territoire, sans aucune profonde réflexion. Donc, on a fabriqué cette enseigne qui reprend un peu le langage de la Strip de Vegas. Et à la fin de la marche, au point d'arrivée, le point d'arrivée étant le campus UDM à Laval, il y avait cette immense affiche qui attendait les manifestants, posée en bordure de rue, qui faisait la joie étonnamment des policiers. Et on a reçu quand même quelques joyeux coups de klaxon qui nous appuyaient. Donc cette pancarte, en fait, vous promettait en quelque sorte un diplôme à la sortie, puisque désormais le campus Laval était devenu une espèce de grand drive-thru. Il suffit de passer par derrière et récolter votre diplôme à la sortie contre monnaie sonnante. Qu'est-ce que Archicontre U-Laval a fait notamment, en fait? Ils ont mené, disons-le, peu d'actions parce qu'ils ont été moins longtemps que nous en grève. Mais tous les matins, pendant les 3 ou 4 semaines qu'ils ont tenu la grève, ils ont fait ce qu'ils ont appelé eux aussi la ligne rouge. Donc c'est sur le boulevard Honoré-Mercier à Québec. Ils se mettaient ces boîtes rouges en pleine heure de pointe le matin sur la tête. Et ils tenaient cette ligne rouge sur le terre-plein du boulevard. Ils étaient confinés au terre-plein parce que il y avait, je vous le rappelle, des espèces de règlements municipaux qui avaient été instaurés à Québec pour interdire toute forme de manifestation sur la rue. Donc lorsqu'on nous interdit l'espace public, ben, on l'occupe comme on le peut. Et cette présence a été continue pendant tous les matins toutes les semaines de leur tenue de grève. D'autres installations qu'ils ont fait à Laval, à Québec. Je vous le mentionne très très rapidement parce qu'on n'a malheureusement pas de visuel pour ça, mais ils ont posé des filtres rouges sur toutes les lumières qui éclairaient par le bas la muraille
la muraille qui enceinte le vieux Québec, en fait, ce qui transformait de façon assez poétique tout le paysage urbain de la ville de Québec. Nous aussi, on a un peu réfléchi aux institutions qui sont présentes à Québec. Vous avez ici le plan de l'Assemblée nationale, un peu frustré par la mauvaise foi et le tournage en rond du gouvernement Charest. On a publié cette image, en fait, sur le web, qui était un plan de sortie de crise qui ne faisait qu'alimenter, en fait, toutes les mauvaises foi du gouvernement Charest. Et ce calcul très, très ironique sur le plan de match, en fait, sur ce qui était à venir dans les négociations avec le gouvernement. Faites le calcul très rapidement. Sur le jour 1, on nous promettait 1 625 $ par année. Au jour 106, 1 624. La grève se promettait de durer assez longtemps. Ça a été, en fait, des enveloppes brunes. Des enveloppes brunes qu'on a envoyées à tous les députés du Parti libéral, du gouvernement libéral, en fait. Ces enveloppes brunes étaient garnies, comme vous voyez, de liasses de carrés rouges. On espérait pouvoir un peu soudoyer leur prise de décision et surtout essayer de soudoyer l'écoute qu'ils nous refusaient aux fédérations étudiantes. Vous avez cet extrait d'une lettre qui accompagnait les liasses de carrés rouges. Nous voterons pour un changement, nous voterons pour un gouvernement plus responsable, nous voterons pour une société plus juste qui aura à cœur son épanouissement collectif. Vous avez la responsabilité sociale de promouvoir l'égalité des chances. Vous me semblez comprendre que le langage de la corruption, vous ne nous écoutez ni en privé ni en public. Eh bien, soyons équitables, on a quand même envoyé quelque chose aux autres députés, ceux de l'opposition. On ne leur a pas envoyé d'enveloppe brune, ni de liasse de carré rouge, mais une lettre pour gentiment essayer de les inviter à une espèce de coalition pour sujet dont on parlait beaucoup à l'époque, pour défaire le gouvernement Charest. Vous avez un extrait de la lettre. Votre fonction de député vous oblige de porter la voix de vos électeurs, écoutez aussi celle de votre jeunesse, parce qu'aux prochaines élections, nous voterons pour un changement, pour un gouvernement plus responsable, pour une société plus juste qui aura à cœur son épanouissement collectif. Le retour en classe. Après 11 semaines de grève, le REAL, le regroupement des étudiants en architecture, a décidé de reprendre les bancs d'école. Pour plusieurs, ça a été assez déchirant parce qu'on passait nos jours et nos nuits dans la rue, nos jours à l'atelier en train de travailler sur des projets d'archiconte et les nuits à les sortir avec nous puis à les porter bien fièrement. On se retrouvait dans une dynamique qui était assez contraignante pour ceux qui connaissent un peu le domaine d'études en architecture, c'est très demandant. Donc, c'était assez difficile pour nous d'envisager la possibilité de continuer à manifester de la façon dont on le faisait. On a décidé de rendre un peu plus significatif notre projet d'atelier qu'on avait laissé en fait 3 mois plus tôt. Non seulement on l'a rendu plus significatif, en fait on l'a mis aux poubelles au complet puis on a recommencé à zéro. Le projet à l'époque, c'était la reprise du concours d'une bibliothèque municipale sur le vélo, donc concours d'architecture à la Chine. Martin et moi-même, on s'est dit que c'était l'occasion idéale, en fait, de repenser ce que représentait l'institution publique pour les Québécois et ce qu'on voulait que ça représente si ça ne représentait pas en ce moment ce qu'on voulait comme lieu, en fait. Ça a été une occasion pour nous de repenser aussi à plusieurs problématiques auxquelles on avait fait face dans les rues. Entre autres, les problèmes de communication intergénérationnelle, pour nous, avaient été assez flagrants. Puis on s'est dit que c'était un beau laboratoire d'études que ce projet de bibliothèque. On s'est inspiré de différentes avant-gardes, entre autres les avant-gardes russes. Le schéma que vous avez à gauche, en fait, c'est un schéma de la parole qu'on a développé, Martin et moi. Ce schéma-là, qu'est-ce qu'il disait, en fait, c'est qu'il faisait la transition entre ce qui est la rue à gauche, l'entrée dans le bâtiment, l'acquisition de différentes connaissances qui mènent à l'échange au niveau supérieur et qui culmine, en fait, à l'extérieur dans une agora publique qu'on avait recréée, qui était adjacente au bâtiment. Ces dessins-là ont été inspirés par des croquis d'Aldo Valet, qui est un architecte assez célèbre. Donc, dans cette idée-là de revoir la bibliothèque, qui est en ce moment un lieu du silence, on voulait en faire un lieu de la parole. Donc, on a axé vraiment tout le développement du programme sur non seulement l'acquisition de la connaissance, mais aussi sa diffusion. Pour nous, cette diffusion passait par l'agora publique. Très rapidement, parce qu'on ne veut pas entrer dans le programme du projet, on a revu aussi tout le système de classification. Dans la bibliothèque, il n'y avait pas de système d'emprunt. C'est
un peu utopiste et idéaliste pour certains, ça existe dans le monde, je tiens à vous en aviser. Donc, pas de système d'emprunt, on prend le livre qu'on veut, on le ramène, ou on ne le ramène pas, en échange de contribuer à cette librairie-là, bien entendu. Non seulement la collection est à l'intérieur dans le projet, mais elle se trouve à l'extérieur aussi. En fait, la collection prend la rue, la connaissance prend la rue, la connaissance est accessible à tous et tous peuvent y contribuer. Il n'y a pas de classification par âge, par type d'intérêt dans ce projet de bibliothèque-là. Si on cherche girafe, un enfant de 5 ans va trouver un livre animé sur les girafes, comme il va pouvoir tomber sur Animal Farm ou sur un livre de biologie moléculaire. Donc, c'est un peu toute cette dynamique-là de classification puis de comment on peut vivre dans une bibliothèque qui a été revisitée. Vous avez une photo de ce qu'on a appelé le jardin de la connaissance à gauche. En fait, c'est des modules qui reprennent l'idée du rayonnage de bibliothèque. Donc, ce rayonnage-là se rend jusque dans la rue et occupe tout le jardin. Donc, on peut y déambuler pour se rendre jusqu'à l'agora qui est derrière le bâtiment. Et à l'image des casseroles, donc tout le monde à 20 heures qui sortait à ce moment-là, c'était plus seulement les étudiants qui manifestaient, mais toute la population après la loi 78, après que la loi 78 fut passée au bâillon. Donc tous les gens qui sortaient avec leurs casseroles, on se disait que la bibliothèque, si c'est un lieu de savoir, si c'est un lieu de diffusion du savoir, bien, c'est un lieu à partir duquel on passait de l'idée à l'acte. Et donc, on aimait bien entrevoir la possibilité que les citoyens qui s'impliquent dans leur projet de bibliothèque publique prenaient la rue ensuite pour porter bien haut et fort leurs idéaux de demain. Les idéaux de demain, parlons-en. En fait, on tient en guise de conclusion, puisque nous y sommes arrivés, vous laisser sur une promesse, un engagement. Soit en fait, celui de notre engagement, à nous personnellement, mais à tous ceux aussi qui ont participé à Archiconte et qui ont envie d'y adhérer. Notre engagement social en tant que relève de l'architecture québécoise. La première semaine de grève que nous avons tenue au mois donc, de mars 2012 se tenait à notre faculté un colloque rassemblant tous les étudiants en architecture de la province de Québec. Lors de ce colloque-là, il y avait M. André Bourassa, qui est président de l'Ordre des architectes du Québec, qui était présent. Il nous a fait une présentation sur laquelle, en fait, il insistait sur le rôle et la position, en fait, que devaient prendre les architectes pour participer aux prises de décision de la cité. L'architecte devait donc prendre position socialement et politiquement. Pendant la grève, nous, on a donc vu une belle occasion, en fait, d'ouvrir un dialogue avec eux, puisque plusieurs ordres professionnels, un peu partout dans la province, prenaient position pour ou parfois contre le mouvement militant des étudiants. Nous, évidemment, on invitait M. Bourassa et son équipe de com à prendre position en faveur des militants et de la jeunesse québécoise. Fort a été de constater, malheureusement, que malgré quelques échanges épistolaires et coups de téléphone, que l'OAQ a préféré ne pas participer à ébranler le système, sous prétexte qu'il n'était pas dans son mandat, finalement, de prendre des positions politiques. L'OAQ a préféré garder la tête baissée, plutôt que choquer, en fait, quelques futurs clients. Or, je vous pose la question, mais je la poserai à M. Bourassa, c'est peut-être devant moi aujourd'hui. Comment devenir, en fait, un acteur social engagé si l'on refuse de prendre la parole? Dites-le-moi. Archiconte n'a pas eu peur de prendre la parole et n'aura pas peur non plus de le prendre à l'avenir. Sur ce, je vous remercie beaucoup et voilà. Merci. Nous sommes prêts à recevoir quelques questions. Évidemment, s'il y en a, elles peuvent venir en français ou en anglais, je ne sais trop. Puis, il y a aussi certains de nos camarades qui sont là, qui sont, je l'espère, aptes à répondre à certaines questions. Oui. Vous avez beaucoup parlé du fait que vous avez cherché à attirer des étudiants d'autres universités, comme celle de Laval, ou qui a eu cet échange avec HEC pour visiter votre territoire. C'est les universités francophones. Est-ce que vous avez aussi cherché à récupérer des étudiants des universités anglophones à Montréal?
est-ce que Dale, qui est ici dans la salle, pourrait même répondre sur cette expérience? Puisque, juste pour introduire, en fait, les étudiants en architecture de l'Université McGill nous ont, voyant en fait l'espèce de vivacité qu'il y avait chez nous ont invités à aller faire un peu de militantisme, essayer de créer une vague là-bas. Puis je sais qu'il y a Dale qui est ici, qui était sur place à ce moment-là, cette journée-là. Il y a un vote à l'Université McGill par rapport à la grève devant le Réo. Et on est parti d'une équipe quand même plusieurs. Il y avait une assemblée pour parler des enjeux de la grève. Et on a essayé de les convaincre et de leur faire comprendre les enjeux un peu de ce qui se passait en vue de la grève, du vote de grève qui arrivait. Mais malheureusement, il n'y a pas énormément de gens dans la pièce. On a fait le tour des ateliers aussi pour aller essayer de récupérer les gens qui parlaient à l'Assemblée. Ils étaient plus ou moins réceptifs. En général, ils ne voulaient pas qu'on les dérange dessus par rapport. Au final, les journées de grande manifestation, il y a eu des gens qui sont sortis. Il y a eu un petit collectif qui avait des pancartes et tout. On s'est retrouvés à 2 reprises, à mon souvenir, dans des manifestations sur la place publique. Donc, les quelques étudiants qui menaient à bout de bras le militantisme chez McGill. Mais vu que l'opinion publique de cette communauté-là n'était pas très en faveur du mouvement, les échanges n'ont pas été faciles à faire. Ils ont quand même participé au déploiement de l'opération Calporte. La veille, on est allé leur porter des Calportes, puis ils en ont mis partout dans l'université. Donc, il en reste encore, c'est vrai. Il en reste encore. Puis ils avaient, un peu à l'image du projet Tortue, ils avaient fait un super beau visuel qui s'appelait Less is More, donc, comme l'avait dit Mise, qui est un visuel assez minimaliste, assez élégant. En fait, c'était de longues tranches rouges sur des bâtons, puis quand ils se rassemblaient tous ensemble, ça faisait un grand cube. C'était assez élégant. C'est un regroupement d'une douzaine de personnes était sorti le 22 mars pendant la manifestation du 22. Puis ils portaient ces dispositifs-là. Mais sinon, honnêtement, ça a été assez difficile d'approcher les gens de McGill. Quoi qu'il y avait une petite cellule de gens qui étaient assez politisés et militants. Mais après, de convaincre toute l'association étudiante, ça a été autre chose. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que en fait, les quelques militants n'étaient eux-mêmes pas en grève. Donc, difficile pour eux d'avoir le temps et l'énergie à investir pour cette cause politique-là. Commentaire? Good job. Quelles sont les prochaines phases de lutte? Quelles sont les prochaines phases de lutte? On a décidé, Pierre-Charles et moi, aujourd'hui, de ressortir notre carré rouge parce que déjà, on pense que le sommet qui se déroule en ce moment, dans les prochains jours, n'est clairement pas réglé. La situation, on parle beaucoup d'éducation, alors que finalement, la jeunesse québécoise, il y a un an, a soulevé un débat qui, à mon avis, déborde de l'éducation, va bien au-delà de ça. Et toutes ces questions-là sont à peine effleurées aujourd'hui. Il reste à voir ce qui sortira dans le sommet à venir la semaine prochaine. Est-ce que la population étudiante reprendra la rue? Est-ce que les étudiants en architecture reprendront la rue dans les prochaines semaines? J'en doute peu. Je le souhaiterais fort, mais j'en doute peu. Je pense que tout le monde est sorti un peu blessé et traumatisé de toute la crise qu'on a vécue l'année dernière. Personnellement, en tant qu'architecte, et là je parle en mon nom personnel et non pas au nom du collectif, ce qui est à venir, en fait, c'est la promesse que je vous ai faite tout à l'heure. C'est-à-dire que je souhaite être un architecte qui réfléchisse à tout l'impact qu'il peut avoir, tant dans la prise de décision que dans la réalisation concrète, finalement, dans la construction de la cité, de l'espace dans lequel nous vivons. Si aujourd'hui je suis en architecture, c'est pour essayer d'améliorer. Ce qui a motivé mon choix à étudier en architecture, c'est d'améliorer le bien-être commun. Je pense que Pierre-Charles me rejoint un peu sur cette idée. Plusieurs personnes qui ont participé au collectif Archicom me rejoignent sur cette idée.
Mais disons que ce n'est pas une prise de position qui est partagée peut-être par tous. Un des messages, c'était justement en architecture, on prenait parole en tant qu'architecte, en tant que créateur. Je pense que c'est des messages que je pense que peu importe dans le fond de la profession, tu peux influencer par ce que tu fais. Je pense que Martin dit bien, en tant qu'architecte, on va avoir notre influence aussi, on réussit à peut-être passer notre message à d'autres professions. C'est notre genre de lutte qu'on consomme. Elle ne passe pas nécessairement juste dans les rues, elle passe nécessairement plus dans la vie de tous les jours, dans toute l'énergie qu'on met dans notre profession. Je pense aussi que la profession d'architecte, on parle beaucoup de changer les choses. À l'école, on nous dit comment changer le monde avec l'architecture, des choses comme ça. Nous, on a vu ça un peu comme si on ne se lève même pas pour changer les choses un peu plus niveau politique, si on ne prend pas position dans les débats de société, alors qu'on n'arrête pas de remettre en question de manière de vie. En fait, c'est un peu un sens qu'on trouvait en tant que futur praticien d'architecture. Je pense que l'idée de la politisation est intéressante. Puis j'ai eu plusieurs échanges avec M. Frisco, qui est le directeur de communication à l'Ordre des architectes. Puis on parlait un peu, puis lui m'invitait en fait d'aller en politique, puis moi de lui répondre oui, mais pourquoi est-ce que je devrais avoir à sacrifier mon désir de devenir architecte pour devenir un politicien et peut-être avoir un impact? Puis je lui parlais peut-être de la nécessité de revoir le mandat de l'Ordre, puis de lui dire, ne serait-ce que je lui avais soumis l'hypothèse d'avoir un représentant étudiant sur le conseil exécutif. Ce serait peut-être bien parce qu'on a l'impression que l'Ordre des architectes bouge une fois aux 20 ans. Puis quand ça fait 20 ans qu'on est membre de la profession, ben on commence à être rouillé un petit peu. Et moi, je lui avais dit, mon rêve le plus profond, ce serait que lorsque j'adhérerai à l'Ordre des architectes en tant qu'architecte, j'aimerais bien que ça ne prenne pas 20 ans avant que les idées que je mette de l'avant commencent à faire du chemin. Puis je lui avais dit, peut-être qu'une chose qui serait pertinente, au même titre que d'avoir des gens qui font partie de la communauté publique qui siègent sur ce conseil-là, d'avoir un étudiant ou deux en architecture qui représente un peu les intérêts et les considérations qu'ont les architectes de demain. L'Ordre des architectes, bon, on pourra en discuter s'ils s'occupent vraiment bien de leurs membres en ce moment, mais chose certaine, ils ne s'occupent pas beaucoup des membres de demain. Puis on croit fermement que ce n'est pas en réduisant le nombre d'heures de stage qu'ils sont réellement à l'écoute de la relève en architecture. Donc, pour nous, peut-être cette dynamique-là de politisation, elle peut être intéressante pour les architectes de demain. Chose certaine, avec toute la législation qui nous entoure, il faut qu'il y ait des changements dans la réglementation, puis dans l'approche qui encadre la pratique des architectes, pour que certaines personnes qui ont peut-être des bonnes intentions, mais qui abandonnent rapidement, aient peut-être un dispositif qui soit mis en place qui puisse les aider à continuer à aller dans cette direction-là, parce que des projets comme on en fait à l'école, on voudrait en faire toute notre vie. Puis c'est difficile de reprocher à des gens qui ont 25 ans de métier de ne plus voir les choses comme on les voit en ce moment. Difficile de leur reprocher parce que la réalité de la profession, c'est une dynamique de service qu'on rend. Puis d'avoir un outil en fait qui nous permettrait d'avoir un peu plus de torque, excusez-moi l'expression, je pense que ça pourrait être souhaitable. Comment y arriver? Nous, on avait tenté d'entrer en communication avec l'Ordre. Malheureusement, ça a débouché nulle part. Il y a peut-être une requalification du mandat de l'Ordre qui serait de mise.